questions telles qu'on les a reçues, effectivement, donc pas en vrac, un petit peu triées, hein, mais en lien d'abord sur les protocoles nationaux de diagnostic et de soins sur les PNDS. La question, c'est comment les PNDS sont diffusés, sont-ils utilisés et appliqués, quelle est leur vraie finalité, en fait? Est-ce qu'ils servent vraiment à quelque chose? Mme Noyel, par exemple? Oui, alors on en a parlé un petit peu ce matin sur la diffusion des PNDS. Hein, ils sont donc sur le site de la Haute Autorité de Santé, donc même si elle ne les valide pas, on a parlé de ce paradoxe. Ils sont également bien sûr sur les sites de la filière, ils sont sur les sites des CRMR qui ont participé à leur création, et puis selon les spécialités, ils vont être diffusés dans les sociétés savantes qui concernent, par exemple pour l'aplasie, il va être sur la Société française d'ORL, sur la FOP, etc. Et ensuite, libre à chaque créateur de PNDS de le diffuser à des réseaux qui vont en participer, qui vont en profiter particulièrement. Après, sont-ils utilisés et appliqués? Oui, je crois que c'est très utile pour le praticien en ville, notamment, d'aller se référer à ce PNDS. C'est une indication, hein, ce sont des recommandations. Et leur vraie finalité, c'est vraiment... bien sûr pour les médecins moins spécialisés, mais c'est aussi à l'intérieur d'un réseau, je crois, d'avoir des pratiques communes, vraiment d'harmoniser les pratiques de tous les centres de compétences, les centres de référence, le constitutif. On a beau être tous spécialisés dans la malformation, ces malformations-là, eh bien, on n'a pas des pratiques tout à fait similaires, et ça oblige vraiment à réfléchir à nos pratiques. Je crois que c'est très, très intéressant. Et Dr Paternoster, par exemple, les PNDS, ils sont voués à évoluer, ils ont une durée de validité dans le temps, ils sont mis à jour ou... Selon les indications, normalement, on est obligé à révalider le PNDS. Donc, normalement, une fois que le PNDS est approuvé, bon, il n'est pas vraiment approuvé parce que maintenant, il est juste déposé. En fonction des changements, chaque année, on peut, et c'est nécessaire et c'est utile de renouveler, le remettre à jour s'il y a des changements dans la prise en charge ou dans le suivi. Oui, c'est vrai qu'après, pour nous, c'est plus simple de les mettre à jour, effectivement, quand tout le travail est fait, parce que c'est vraiment un gros travail. Et comme on l'a évoqué initialement, le PNDS, il est demandé par la HS, hébergé par la HS, il n'est pas validé par la HS, mais en fait, il est rédigé par un collège d'experts, donc voilà, que des gens qui, a priori, connaissent ce dont ils parlent, bien sûr. Alors, toutes les pathologies, par contre, ne peuvent pas faire l'objet d'un PNDS. Qu'est-ce qu'on fait quand on relève ou quand on a une pathologie qui sort un peu du cadre, professeur Abadi? J'allais rajouter quelque chose à ce que viennent de dire les collègues, c'est-à-dire que outre l'harmonisation des façons de faire, il y a aussi une lisibilité des façons de faire. Parce qu'en ce qui concerne le Pierre-Robin, qui me concerne, le PNDS a été très long et douloureux à sortir, parce qu'effectivement, il y a des stratégies différentes en fonction des lieux. Mais je crois que ce que ça permet de montrer, c'est qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire. Il y a des façons de faire qui sont discutables, et à partir du moment où elles sont argumentées et où les équipes qui les utilisent en ont l'expérience et le font bien, les résultats sont de bonne qualité aussi. Donc voilà, ça permet pour les familles de comprendre pourquoi on fait quelque chose à Lyon qu'on ne ferait pas à Paris ou à Lille. Et ça permet de faire le lien avec ta deuxième question, c'est-à-dire que ça permet aux gens de mettre sur le papier ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Donc c'est extrêmement utile pour nous. Et on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on fait parce que c'est écrit, parce qu'il y a des bonnes études qui le montrent et on a raison de faire tous pareil. Et puis il y a des choses qui restent discutables. Et donc c'est une indication. C'est pas un ordre. On peut très bien faire un peu différemment, mais ça donne cette espèce de rigueur intellectuelle de dire au moins si je fais pas ce qui est écrit, pourquoi, avec quel résultat, avec quel contrôle, ce qui évite de faire chacun n'importe quoi dans son coin. Je précise que c'est effectivement les pratiques de chacun, mais bien sûr étayées par des revues de la littérature complète, hein, ce qui se fait non seulement en France, mais en Europe, dans le monde partout, bien sûr. Encore deux petites questions, donc PNDS, sauf s'il y en a d'autres qui arrivent en ligne, pas pour l'instant. Une, alors pour le professeur Manière ou éventuellement tout le monde, la question c'est quelle garantie avons-nous qu'il n'y a pas de volonté de cadrage budgétaire en arrière à penser des PNDS? Alors c'est éventuellement pour vous ou éventuellement le groupe en entier. Alors je peux y répondre aussi partiellement, hein, c'est des réponses dans le panel sinon peut-être. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de volonté de cadrage. Néanmoins, pour les discussions que j'ai actuellement avec la CNAM, on voit que quand il y a un PNDS,
la CNAM est beaucoup plus ouverte pour faire évoluer certains remboursements et autres. Donc en fait, ça va plutôt dans le bon sens. Ouais, bon, on va revenir effectivement après sur les remboursements, mais effectivement dans le cadre des PNDS, donc oui, on n'a aucune consigne particulière budgétaire, même au contraire. Donc effectivement, c'est quelque chose qui faciliterait plutôt la prise en charge, le remboursement, en tout cas, le fait que la couverture évolue sur des pathologies qui étaient méconnues précédemment. Et une autre question, c'était est-ce qu'il y a beaucoup de maladies qui concernent plusieurs filières, effectivement? Est-ce qu'il y a une réflexion interfilière sur certains PNDS? Alors j'ai des éléments de réponse, mais je vous pose la question aussi, puisque vous êtes là. Ah oui, les PNDS, là pour le coup, je me permets de prendre la parole parce que Pierre Robin touche justement beaucoup de filières. Les experts ont été désignés et ont travaillé chacun dans leur spécialité, qu'ils fassent ou non partie, qu'ils fassent partie, un certain nombre d'entre eux faisaient partie de Malo, de Mafas, et c'était pas un problème, quoi. Oui, le problème, c'est la pathologie. Oui. Et je compléterai même en disant qu'au-delà des différents réseaux d'une même filière, effectivement, oui. Il y a des PNDS qui ont été rédigés au sein de plusieurs filières en même temps. Après, le but, c'est de se coordonner entre professionnels, bien sûr, et de ne pas faire 2 fois le même travail. Mais oui, tout à fait, il y a une réflexion nationale, alors qui est informelle, mais qui se fait de praticien à praticien. Cela dit, vu le faible nombre de professionnels qui s'occupent de différentes pathologies, en fait, on se connaît tous ou presque tous. Donc, ce sont des choses qui s'organisent au niveau national. Informellement et formellement, puisque l'appel à projet PNDS pour le syndrome Charge a été parfaitement partagé, 50-50, avec la filière Andy Rare et nous, parce qu'effectivement, il y avait des compétences dans les deux et que aucun ne voulait faire le PNDS sans l'autre. Donc on s'est dit, allez, on partage les frais, on partage le travail. Et d'ailleurs, ça a été efficace, puisqu'il est également sur le site de l'HAS depuis la semaine dernière. Ouais, j'en profite pour conclure sur les PNDS, ou conclure ou pas, sauf s'il y a d'autres questions, mais que ça reste un très très gros travail, effectivement. La charge de travail à diviser en deux, c'est aussi souvent salutaire, et ça accélère considérablement le processus d'écriture et de mise en ligne. Oui. Bien sûr. Je répète. Ouais, on vous passe un micro, sinon je répéterai la question. Avec le micro, c'est plus simple. Merci. Juste une dernière question sur les PNDS. Je voulais savoir, alors pas sur Spraton parce que je connais la réponse, si vous avez tous travaillé avec des associations de patients pour le PNDS. Est-ce que vous avez sollicité leur aide pour la relecture ou pour même un travail collectif? Oui, d'ailleurs, en général, c'est dans les recommandations de l'HAS. Puis on n'imaginerait pas de le faire sans l'association. Parce que voilà, la relecture, l'apport d'expérience est absolument essentiel. Donc on n'imaginerait pas de faire les PNDS sans les associations. Effectivement, ça fait partie des recommandations de la HAS, alors qui ne sont pas une obligation, mais de fait, dans les faits, oui, toujours. Enfin, en tout cas, pour tous les PNDS dont j'ai pu entendre parler, effectivement, il y avait toujours la consultation et la relecture de l'association. Allez, je vais jouer la mauvaise tête. Allez-y. Je vais casser un peu l'ambiance. Bon, nous, on attend. C'est long un PNDS parce que nous, on va entamer la 4e année d'attente. D'attente, quand on nous a dit, ça y est, on le lance. Mais je suis désolée de dire que jusqu'à présent, on n'a pas été associés. Ben non. Je sais pertinemment parce que c'est moi qui dois le relire. Tant que c'est pas fait. Tant que c'est pas fait pour l'instant, il ne vous a pas été envoyé. Tout à fait. C'est pour dire qu'au sein des experts. C'est qui nous? Excusez-nous, parce que tout le monde et a fortiori si on ne vous voit pas. Je suis mauvaise tête et je fais comme si tout le monde me connaissait. Bon, Colette Petit-Lebacle, c'est la papillomatose respiratoire récurrente. Enfin, l'association, c'est Vaincre PRR. Donc, non, c'est juste pour dire que vous avez une vision très optimiste. Mais si on rapporte l'expérience des associations, on s'aperçoit qu'en dehors du réseau, le PNDS peut être utile. Si je prends l'exemple obstruction laryngée, bon, le traitement vite fait, c'est la trachéotomie. Or, depuis longtemps, on dit pas de trachéotomie pour les papillomatoses. Si on prend exemple à côté, fracture en milieu scolaire, oui, mais si on ne prend pas en compte le fait que l'enfant a une anomalie de la construction du tissu osseux, on peut faire de grosses bêtises. Alors, évidemment, on peut dire aux médecins, aux services d'urgence qui les voient, allez donc voir le PNDS. Mais bon, il n'a pas le temps de le trouver. Et puis, c'est très long, y compris la fiche médecin généraliste. Alors, il nous faut ces PNDS, il nous faut cette fiche médecin généraliste, mais il faudrait, je vais mettre du conditionnel, qu'on réfléchisse aussi à un moyen de communication simple. Et nous, pour l'instant, on fait, en tant qu'association Vaincre PRR,
quand on l'aura, on fera la même recommandation qu'on a fait pour la fiche handicap d'Orphanet et la MDPH. La famille, elle doit avoir son exemplaire papier avec elle. Mais après, il faut convaincre le cher confrère, votre cher confrère, de prendre connaissance des recommandations. Et là, ça passe pas toujours si bien que ça. Alors, il y a aussi des cartes d'urgence qui sont de plus en plus utilisées. Ça peut être justement, vous citiez le cas de la fracture qui survient et le médecin urgentiste n'a jamais entendu parler d'hypophosphatasie, par exemple. Ça arrive. Hein. Les cartes d'urgence, c'est quand même aussi quelque chose qu'on a essayé de développer. Et puis je vais répondre aussi donc directement aussi à Mme Petit-Lebac, parce qu'il se trouve que le PNDS, papillomavirus largeux, c'est moi qui le coordonne. Donc voilà, le retard, c'est en partie grâce à ça. Plusieurs volets de réponse. Déjà, effectivement, comme on l'a déjà évoqué, c'est un très gros travail de bibliographie, de choix des experts, de sollicitation de 5, 6, 12 experts, donc des gens qui ne sont pas forcément du réseau, qu'il va falloir solliciter, leur soumettre un gros travail de relecture, de rédaction, un retour, puis une deuxième relecture, puis une troisième relecture. Enfin, ça prend des mois, et c'est quelque chose qu'on fait en plus de notre travail clinique et de recherche habituel. Donc c'est effectivement très long. Ensuite, alors est-ce qu'il faut un exemplaire papier pour chaque famille ? Là, ça paraît peut-être, mais il faut voir comment est-ce qu'on finance aussi les impressions qui demandent. Enfin voilà, ça c'est compliqué. En tout cas, les exemplaires numériques qui sont disponibles pour tout le monde, ça c'est parfaitement public sur les sites effectivement. Et ça prend un peu de temps effectivement, mais on fait toujours au plus vite et on associe les familles et l'association toujours, bien sûr. Alors, entendons-nous bien, c'était pas un reproche sur la durée. Oui, non, je sais que c'est pas simple du tout. J'entends bien. Juste ce qui inquiète, et pas simplement moi, mais d'autres familles, c'est de voir ce PNDS arriver, j'allais dire, en dernière lecture, avec des questions sur les interactions qu'on pourra avoir. Et je ne parle pas simplement pour Vaincre PRR, ça peut être pour d'autres associations qui ont un PNDS en cours et qui... ça fait un long silence, 3 ans, 4 ans, on sait qu'il est en cours, on attend, et on aimerait avoir des échos, voilà. Okay. Ça, on peut faire, effectivement, ne serait-ce qu'une information sur le degré d'avancement, et sur le fait qu'on n'oublie pas et qu'on laisse de côté. Maintenant, on ne peut pas non plus faire relire, effectivement, à toutes les étapes, puisque plus on multiplie les intervenants, plus on prend du temps à chaque fois. Une relecture par 12 intervenants, et on perd 6 mois, tout de suite, à chaque fois. Sans parler du travail de collège. Oui. Éric Arnaud, je participe donc au réseau Craniost. C'était une remarque un peu générale sur les PNDS, étant un peu finalement devenant de plus en plus senior parmi l'Assemblée. J'ai travaillé quand même pendant 30 ans sans PNDS et on est passé d'une situation où il y avait une information quasi nulle pour les patients. D'abord parce que les médecins en connaissaient beaucoup moins, mais aussi parce qu'on communiquait différemment et beaucoup moins aussi, à aujourd'hui une explosion de l'information. Alors je ne suis pas en train de remettre en cause cette nécessaire explosion de l'information, mais je vais en rester à quelque chose de simple, c'est que trop d'infos tue l'info. Et en particulier pour les patients, et il se trouve que j'ai eu des problèmes de santé sur lesquels je vais pas revenir, et j'ai été dans la peau d'un patient pendant plusieurs années, si vous voulez, il y a des moments où je m'interroge. Et en tout cas, quand j'étais patient, je ne voulais pas avoir trop d'informations. Et je ne vois pas, si vous voulez, quand on voit l'élaboration d'un PNDS, le travail que ça nous demande pour colliger 250 articles scientifiques qui sont pré-triés, etc. Nous-mêmes, on est en cours, et ça a pris énormément de temps, pardon d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas le seul, on fait 4 ans qu'on est sur les scaphocéphalies. Et donc, on arrive à un document qui, même quand nous, professionnels, le relisons, est quand même d'une grande complexité. Il y a beaucoup d'éléments divers, etc. Je m'interroge juste, si vous voulez, si ce format de PNDS-là, qui est normalement pour des professionnels de santé, est adapté à la lecture par des patients, des familles de patients. Parce que ça doit être très anxiogène et au moins assez diffus, touffu. Vous voyez, donc je ne sais pas si c'est le bon outil pour l'association. En aucun cas, je ne veux exclure de rien d'ailleurs, mais si vous voulez, c'est une vraie réflexion que je me suis fait, et aussi en tant que patient. Voilà, je vous rends la parole. Il y a différents chapitres, Eric. Les chapitres très techniques sont les nôtres. Après, il y a des chapitres sur prise en charge familiale, aide sociale, et ça, c'est bien que ce soit les parents qui l'alimentent. En fait, après, les gens, ils font le tri. Alors, si je puis me permettre, en tant que famille, je pense préférer avoir un document complexe dans les mains
plutôt que d'avoir un professionnel en face de moi qui ne veut pas entendre le mot maladie rare et prendre en charge mon fils avec sa maladie rare. Un professionnel de santé spécialisé en maladies rares doit répondre à vos questions. On parle bien hors réseau. Attendez, toutes ces discussions sur le PNDS, moi je l'ai cadré dès le départ en disant hors réseau des professionnels maladies rares, ça peut être un outil, mais il faut que la famille l'ait avec elle. C'est pas pour l'information de la famille, c'est parce que les enfants vont en vacances, parce que on peut être loin du centre de référence ou de centre de compétences, et que le médecin, en particulier en service d'urgence qu'on va voir, lui, il vous dit je n'ai pas le temps d'aller sur le site chose Y pour tirer après ou lire je ne sais combien de pages. Non, c'était pas... encore une fois, ne le prenez pas mal. Ce que les familles essaient de vous dire, je vais repasser, elle va raconter son expérience, c'est on est coincé dans le quotidien quelquefois parce que tout va trop vite et il n'y a pas le temps. Je passe à Nadia. Je vous rends la parole immédiatement, mais effectivement, là, on se heurte aussi au problème du fait qu'une maladie rare est rare, en fait. C'est que tous les praticiens qui peuvent être amenés à avoir un enfant ne peuvent pas être, bien sûr, informés même de l'existence de ce type de recommandations. Donc, le but, c'est d'en faire, encore une fois, la publicité au maximum ici, que le maximum de praticiens sachent qu'au moins ça existe quelque part. Après, que ce soit un format papier que possède la famille ou une disponibilité sur le site, le temps consacré, effectivement, à la lecture reste le même pour tout le monde. Donc, il y a un devoir d'information au maximum. Après, on va se heurter au fait que forcément, tous les praticiens qui peuvent intervenir lors de la vie d'un enfant ne seront pas tous formés à un moment ou à un autre. Donc oui, au moins pouvoir dire effectivement aux praticiens qui s'occupent de l'enfant que ce type de document existe et qu'après, ils prennent le temps d'en prendre connaissance, y compris des résumés. Oui, excusez-moi, je vous rends la parole. Il y a vraiment une différence de monde entre Paris et le reste de la France. Enfin, nous, on a une maladie très rare, l'hypophosphatasie. J'ai des gros doutes qu'on puisse prendre en charge une forme très sévère en dehors de Paris. Oui, en dehors des centres de référence. Donc, Paris et Strasbourg. J'ai du mal à me dire qu'on puisse prendre en charge. C'est aussi un peu le but des réseaux maladies rares, c'est que les patients ne soient pris en charge que dans ces centres. Il ne s'agit pas de les avoir, il n'y a aucune compétition là-dessus, mais que l'expérience doit être concentrée. On ne fait bien que ce qu'on fait souvent, on ne connaît bien que ce qu'on voit souvent aussi. Donc les patients doivent être orientés vers les centres de compétences, les centres constitutifs, les centres de référence, parce que c'est là qu'ils seront après mieux pris en charge, bien sûr. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je vais juste vous raconter rapidement notre histoire. Je suis quand même la présidente de l'association, ça fait 6 ans que je vis la maladie. Mon fils a eu sa première fracture, on fait aussi partie de la filière Oscar. Il a vécu sa première fracture il y a 1 an. Nous sommes arrivés dans le centre de compétences, MOC, en province. Nous avons précisé qu'il était suivi à Necker. Nous avons donné les contacts de nos experts. Ils ne les ont pas appelés. Ils ne nous l'ont pas dit. Ils ont opéré notre fils, ils l'ont mal opéré. Ça a duré des mois. On a dû être repris à l'hôpital Necker, alors qu'on leur avait dit. Voilà la prise en charge, en fait, en extérieur. Alors c'est peut-être un cas... Oui, je sais pas, heureusement, on peut peut-être pas forcément... Peut-être, mais en tout cas, ça arrive. Et malgré une famille qui dit les choses, qui ose donner les noms, qui ose dire les choses, il y a quand même des problématiques. Des éléments de solution à ça. Une culture qui doit changer, c'est comme le statut des femmes. Il faut le faire, le refaire, le redire et le redire. Et c'est vrai, quand la synthèse pour le médecin traitant, c'est 3 pages. Alors, même si ce sera sur tous les sites partout, il faut que les assos en fassent des copies couleurs très jolies sur papier glacé et les donnent à tous les enfants. Parce que ça, ce sera facile à avoir dans le carnet de santé. Le carnet de santé est un outil extrêmement utilisé en France et bien utilisé partout pour le coup. Donc, oui, le document écrit dans le carnet de santé. Après que les médecins aient un ego qui font qu'ils n'osent pas appeler Necker et qu'il y a du bashing anti-Necker, oui, il faut que ça bouge gentiment, tranquillement, et c'est dommage que vous en ayez fait les frais. Mais je veux dire, plus ça va, mieux ça va quand même. Alors là où il faut peut-être travailler plus, c'est sur l'urgence. Parce que c'est ça le problème. C'est pas la prise en charge, le réseau, tout ça, ça s'organise bien. L'urgence, ça reste un problème. Les cartes d'urgence, je pense que c'est déjà un gros progrès. Peut-être qu'il faut travailler plus sur ces cartes d'urgence, peut-être
qu'on contacte impérativement l'équipe référente en cas de pathologie urgente? Je sais pas. Il faut peut-être travailler là-dessus, parce que en urgence, en plus, les urgentistes n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de se plonger dans les choses. Et puis, ça rentre dans un espèce... C'est toujours dans l'urgence que les familles sont mal accueillies partout, hein, on le sait très bien. Et le parent compétent, ça gêne les médecins. Il faut être clair. Hein, et donc, ça, c'est une question de culture. Les Américains ont 10 ans d'avance. Quand on arrive au Congrès charge aux États-Unis et qu'il y a 300 familles avec 300 enfants charge, ils ont des documents en main, les parents, comme aucun de nos chefs de clinique ont. Et ça, c'est une culture qui est... La médecine paternaliste française a un petit peu de mal, mais ça vient. Sans aller jusqu'aux excès qu'évoque M. Arnaud. C'est pour ça que c'est très subtil. Très bien. Merci beaucoup. On a encore 19 minutes. J'enchaîne avec les questions sur les minutes qui nous restent. Une question remboursement et reste à charge. Pourquoi y a-t-il un reste à charge important pour les familles, notamment pour les frais dentaires et l'orthodontie? Alors plutôt, professeur Manière, plutôt, je pense. Alors c'est un... Et qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est un problème majeur. Pourquoi et que peut-on faire? C'est un problème majeur sur lequel on bosse déjà depuis plus de 15 ans. Hein. Première ALD hors liste pour l'enfant atteint d'oligodontie en 2009. Très, très étroite, hein, puisque voilà, il y a des critères très, très précis, au moins 6 dents absentes à la mandibule, uniquement des implants. Donc ça, c'est pour l'enfant en cours de croissance, des implants dans la zone symphysaire. Et puis ensuite, il y a eu quelques années après l'ALD hors liste pour les agénésies dentaires chez l'adulte, qui est certes une avancée majeure pour l'époque, qu'on a fait d'ailleurs grâce à l'Association française des dysplasies ectodermiques, qu'on ne remerciera jamais assez parce qu'ils ont été vraiment très très proactifs, enfin vraiment voilà, sur le plan politique aussi, hein, c'était indispensable. Alors maintenant, on en est à un stade effectivement où on travaille, on a repris contact avec la CNAM, ça a été quand même assez long, assez difficile, et il y a enfin une avancée là, toute récente, hein, qui date du mois d'août, avec une proposition de refaire une grande réunion impliquant effectivement dentistes conseils, praticiens du réseau, experts, etc. Mais il faut modifier la nomenclature. C'est-à-dire que, par exemple, l'orthodontie, pour les agénésies dentaires multiples, le traitement orthodontique n'est pas remboursé après l'âge de 16 ans. C'est déjà le cas dans les fentes palatines. On peut avoir de l'orthodontie à l'âge adulte lorsqu'on est porteur d'une fente palatine. Pour pouvoir intégrer simplement, parce qu'on fait de l'orthodontie, pré-chirurgie implantaire, pour aligner un peu quelques dents, faire un petit peu de place pour pouvoir mettre un implant de plus, enfin, etc. Je passe les détails. Eh bien, ça va nécessiter une modification de la nomenclature. Donc, c'est un processus très long qui va prendre encore, à mon avis, je ne sais pas, 3-4 ans peut-être, si je suis optimiste, parce que ça implique effectivement de faire intervenir les représentants de la profession. Et les représentants de la profession dentaire sont très frileux par rapport à certains changements, parce qu'effectivement, ça peut impliquer des actes opposables. Et donc la liberté ensuite de fixer des tarifs de prothèses, par exemple, est plus limitée. Déjà actuellement, le tarif qui a été fixé simplement pour les implants n'est pas celui qu'on pratique dans les hôpitaux. Il est à peu près inférieur de moitié. C'est-à-dire que le tarif qui est affiché, c'est à peu près 50% de ce que facture mon CHU. Donc on est en milieu hospitalier. Alors imaginez après ce qui peut se passer en milieu libéral. Donc c'est très difficile. Et puis ils n'ont pas prévu non plus le remboursement de la prothèse fixe. Or, quand vous avez face à vous un jeune de 16 ans à qui manque un grand nombre de dents et que vous êtes amené à lui dire pour l'instant, la seule prothèse qui est remboursée, c'est une prothèse amovible stabilisée par des implants, mais à 16 ans, on n'a pas envie d'avoir un dentier, entre guillemets. On a envie d'embrasser une fille, on n'a pas envie d'avoir un appareil en bouche, hein.
Donc le protocole qui est proposé ne correspond même plus aux données acquises de la science. C'est-à-dire qu'actuellement, la prothèse fixée implantoportée, c'est la norme mondiale depuis maintenant pas mal d'années. Donc les données acquises de la science, c'est pas de mettre des prothèses amovibles, où on sait fort bien d'ailleurs que ça peut endommager les dents naturelles qui peuvent être support de systèmes d'attache, par exemple. Donc voilà, c'est un processus de très longue haleine et qui nécessite un changement de la nomenclature. Donc il y a pour l'instant encore un reste à charge énorme. Alors évidemment, avec les familles, on ne se laisse quand même pas abattre. On fait par exemple des aides pour l'obtention de prestations exceptionnelles auprès de la caisse primaire, mais ceci dépend du niveau de revenu des parents. Donc quand vous avez 2 parents qui travaillent, en général, ils ne sont pas dans les clous, entre guillemets. Donc c'est très difficile, mais ça nous occupe, le réseau rare, depuis la création en fait, des centres de référence. Et on travaille sur ce sujet. Alors il y a une enquête là qui va être menée grâce à la CNAM, où on va faire aussi un bilan de tous les patients qui ont obtenu l'ALD, mais qui n'ont pas pu aller au bout du traitement, pour des raisons financières. Alors je sais qu'en ORL, par contre, il y a eu des avancées très importantes sur le remboursement des implants cochléaires, je crois. Donc, alors c'est pas cochléaire, mais c'est surtout beaucoup d'enfants de la filière sont concernés par des surdités de transmission, des surdités qui sont difficiles d'appareiller, soit parce qu'il y a des anomalies du pavillon, soit du conduit. Ces appareils qu'on appelle à conduction osseuse étaient auparavant extrêmement mal remboursés, puisque 900 € sur 4002. On arrivait à les faire rembourser que dans le cadre de surdités bilatérales, parce que la maison du handicap, après un parcours du combattant, finissait par rembourser les familles. Et là, il y a eu un progrès énorme, avec depuis maintenant 3 ans un remboursement complet de toutes les prothèses à conduction osseuse sur bandeau ou sur arc qu'on peut mettre aux nourrissons, et pour les arcs vers 4-5 ans. Et du coup, dans toutes ces surdités unilatérales, maintenant, on propose systématiquement un appareillage vers la fin de la grande section, début de CP, même quand l'audition est normale de l'autre côté. Et avec les enseignants masqués, l'absence de lecture labiale en raison du masque, etc., je peux vous dire que les surdités unilatérales en ont vraiment besoin. Et on a beaucoup d'enfants qui profitent de ça, alors qu'avant, on ne pouvait pas le faire, tout simplement un problème de reste à charge. Donc ça, c'est un premier progrès. Deuxième progrès, vous savez qu'ensuite, ces prothèses à conduction osseuse, lorsque l'enfant en bénéficie et la porte, on passe à des systèmes semi-implantés, avec un appareil externe et un appareil implanté. Jusque-là, on avait surtout des systèmes piliers, très mal, avec beaucoup de contraintes pour les familles, des surinfections, des reprises chirurgicales, etc. Ces systèmes piliers auront toujours leur indication dans certains cas, parce que les implants posent problème quelquefois avec l'IRM, mais on a maintenant des appareils semi-implantés, un qui s'appelle le Soundbridge qui est remboursé depuis 2019, il faut des conditions anatomiques particulières, et le deuxième qui peut se mettre dans à peu près toutes les conditions anatomiques, le Bonebridge, est en cours, le dossier est en cours d'étude, et donc je pense que d'ici quelques mois, la totalité des implants, dans la totalité des cas qu'on rencontre, vont être entièrement remboursés, et ça c'est assez exceptionnel pour la France, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est comme ça. Donc vraiment pour les familles, ça va changer la donne énormément. Voilà. Quand même un peu d'optimisme maintenant, ce tableau. Ouais. Et on parlait des PNDS, mais la première question que la responsable de mon secteur, on va dire à la CNAM, a posée, c'est est-ce que vous avez fait un PNDS sur l'oligodontie? Donc on l'a en cours. C'est Muriel de la Durmola de Paris ici qui le coordonne. Et ils vont quand même utiliser ce PNDS parce qu'il y aura effectivement toute la revue de littérature avec les niveaux de preuve, etc. Donc c'était quand même aussi indispensable si on veut faire avancer l'ALD, si on veut l'améliorer, on va dire comme ça, eh bien on va pouvoir se servir du PNDS. Merci beaucoup de cette réponse très, très, très complète. Ouais. Et effectivement, j'allais insister sur le fait que les PNDS sont là aussi pour étoffer les dossiers, les étayer autant que possible. Des questions du public à ce sujet? Je ne crois pas en avoir reçu en ligne. Mais pour conclure, il reste quelques questions auxquelles on va aussi répondre en grande partie lors de la réunion des associations tout à l'heure sur le lien entre les centres de compétences et la proximité. Alors peut-être
si je devais les résumer en une, puisque encore une fois on y répondra tout à l'heure en grande partie, c'est comment on peut organiser le suivi de proximité d'une maladie rare au quotidien avec un centre de référence qui est loin, un centre de compétences qui n'est pas forcément très près. Est-ce qu'il y a des éléments clés pour essayer d'organiser le suivi de l'enfant et pourquoi est-ce que parfois d'un centre de compétences à un autre, les pratiques peuvent être un petit peu différentes? Alors, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Est-ce que... Moi, je veux bien dire un mot sur les... je crois qu'on ne peut pas demander à un centre de compétences où il y a un temps plein qui s'occupe de toute la partie pédiatrique dans le domaine du CRMR, d'être ultra spécialiste dans tous les domaines. Quand on est 5, 10 temps plein au centre de référence, on va s'hyper spécialiser. Alors après, il y a le problème effectivement comme dans le Pierre-Robin, où il y a des pratiques vraiment complètement différentes. Mais même en dehors de ça, même dans des choses assez cadrées, il y a souvent des pratiques un peu différentes. Et c'est difficile d'avoir une harmonisation parfaite. Donc encore une fois, les PNDS jouent un rôle. Moi, ce que je trouve le plus intéressant, il y a 2 choses. C'est les téléconsultations qui vont nous permettre de faire une alternance entre une prise en charge dans un centre de compétences et une téléconsultation avec le centre de référence en concertation avec le praticien du centre de compétences. Et ça, on commence à le faire pas mal. Bon, par exemple, avec la Réunion, avec les Antilles, etc., ça marche bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et la deuxième chose qui est très utile, je trouve, pour harmoniser les pratiques, c'est les staffs multidisciplinaires, les RCP. Voilà, je cherchais le terme, les RCP, qui grâce aux moyens depuis le Covid se sont développés. Et les moyens vidéo sont quand même de bien meilleure qualité. Et on a bien vu, donc, on avait multiplié les RCP sur des thématiques qui permettent vraiment des échanges. On présente le dossier du patient, on dit ok, je vais le voir en téléconsultation, on va débrouiller, tu le reverra après, etc. Je trouve que ça, depuis 2-3 ans, je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais c'est une vraie évolution dans les relations avec les centres de compétences, ces 2 choses-là, la téléconsulte et la RCP. Et on l'a évoqué dans l'introduction, mais effectivement, la multiplication des RCP, donc il y en a au moins 7 qui sont organisés régulièrement dans les différents centres de référence et de compétences par la filière, avec l'outil informatique, il y a à la fois une évolution des mentalités et la nécessité de présenter les patients, de les partager comme ça, et les outils informatiques qui se sont adaptés très rapidement, en tout cas qui ont été développés, et les réseaux des différents hôpitaux pour échanger des vidéos, de l'imagerie, etc. C'est vraiment fondamental. Donc les dernières questions, mais je pense vraiment qu'on y répondra cet après-midi, c'est comment est-ce qu'un centre acquiert le statut de centre de compétences, comment est-ce qu'il est renouvelé, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose de spécifique dont je reparlerai tout à l'heure à la réunion des associations. On arrive au terme de cette matinée. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ou à distance pour nos panélistes ou les orateurs qui sont encore dans la salle d'ailleurs? En tout cas, s'il y en a secondairement qui vous viennent, n'hésitez pas à les transmettre donc, au site. On les transmettra aux différents intervenants. Je vais remercier tout le monde pour cette matinée, donc les intervenants, intervenantes de s'être déplacés, d'avoir été en ligne et toutes ces présentations très, très, très pointues.